sur nos cerveaux. On a fait appel à des gens de l'image, justement, pour vous en parler. Ce café Politis, donc je vous disais, est dû à deux associations. L'association Scala, c'est grâce à eux que nous sommes ici, c'est grâce à eux que nous sommes couverts. C'est une association qui milite notamment pour la jeunesse de l'ancienne Médina. Et cette esplanade est voulue comme une passerelle entre deux mondes. Le monde assez clos de l'ancienne Médina et le monde extérieur. Il y a beaucoup d'idées et d'a priori qui circulent de part et d'autre. Le but de l'association Scala, c'est de rompre ces isolements. Marocain Pluriel, l'association à laquelle j'appartiens, est une association qui milite pour que les jeunes s'engagent pour une cause, dans une association, dans un parti politique, en tout cas qu'ils ne restent pas inactifs, qu'ils ne voient pas leur vie défiler comme un train, mais qu'ils montent dans ce train, et si possible qu'ils montent même dans la locomotive. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter, Marocain Pluriel, et il y a un groupe Café Politis où les débats qui ont lieu ici se poursuivent après, parfois chaudement, sur la toile. Je peux vous assurer que le débat sur les grossesses non désirées, l'avortement, qui dit un mois, a été très chaud ensuite sur Facebook. Mais c'est aussi ça, apprendre à débattre, apprendre à écouter l'autre et à respecter l'avis contraire. Je vais terminer par deux mots, vous dire qu'au mois de janvier 2013, nous allons faire un café spécial, un café politique spécial jeunesse. Ça va être un gros truc, on est en train de le monter. Une cérémonie collective dans laquelle on se rencontre anonymement et collectivement dans une salle où on regarde tous dans la même direction, où on partage des choses ensemble, des frayeurs, des peurs, des passions, des haines, où il nous arrive parfois vis-à-vis du voisin de dire chut ou de dire à quelqu'un qui vient de rire encore plus parce que je partage le rire, cet état de convivialité profonde qui peut parfois être totalement volcanique. Il n'y a que le cinéma, depuis le siècle dernier, qui arrive à la proposer à n'importe qui. Par ailleurs, il n'y a pas de meilleur test de la liberté de penser, de la liberté de réagir, de la liberté de réfléchir, de la liberté d'imaginer, de la liberté de rendre à travers le montage des images et des sons de la vie telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être, tel que le cinéma l'a proposé depuis maintenant plus d'un siècle. C'est un art majeur, c'est un art qui peut vous sauver de la vie. Moi, le cinéma m'a sauvé de la vie. Il ne m'a pas sauvé la vie, il m'a sauvé de la vie. Il m'a sauvé d'affronter des choses pour lesquelles je n'étais pas préparé, et c'est le cinéma qui m'a préparé. Il m'a fait aimer les œuvres de Platon parce que c'est dans le cinéma que j'ai trouvé quelques idées qui par la suite ont orienté ma vie vers la philosophie. Il m'a aidé à être collectif puisque je viens aussi d'un milieu social, Tanger, où les deux seules choses qui étaient laissées pour des gens comme nous, de milieu très modeste, c'était le cinéma, on y allait dès l'âge de 5-6 ans, et le football. Le cinéma et le football, c'est la meilleure école de la vie. Et le cinéma permet en plus, à la différence du football, de pouvoir élaborer petit à petit non seulement une pensée vis-à-vis de soi-même et des autres, ce qui est le propre de la philosophie, mais surtout un art de vivre, un art de jouir, un art d'affronter le plaisir dans la joie et dans la sérénité. Il n'y a pas d'autre art majeur combinant la musique, les dialogues, combinant les entrées et sorties de personnages de fiction qui sont portés par des corps vrais. Il n'y a pas d'autres arts qui puissent, avec des moyens très sophistiqués, vous donner une réalité tellement simple qu'on éprouve le besoin parfois de trouver dans le cinéma, non pas un semblant de vie, mais la vie éternelle. Et tout ça pour 10 dirhams, 15 dirhams, 20 dirhams, 30 dirhams. D'autant plus que pour le cinéma, il n'y a jamais d'obligation. Vous êtes obligé de regarder un film à la télé ou de zapper. Le cinéma, on fait l'effort d'y aller, de faire parfois la queue, de payer une place, de regarder. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de meilleure censure au cinéma que l'homme qui va ou qui ne va pas voir le film. La liberté est totale pour le cinéma, non seulement sur l'écran, mais aussi sur celui qui se destine à devenir le spectateur.
C'est un art libertaire à la limite. Il n'y a aucune obligation, jamais un cinéma n'a obligé personne à venir regarder ces films. Alors que demandez-vous plus? Impact de l'image après le 2 au cinéma. Le cinéma vous impacte de façon tellement forte qu'après avoir vu et aimé un grand film, vous aimez tous les autres. Allez les voir. Moi, l'un des tout premiers films que j'ai vu, c'était tout simplement un film égyptien. Je n'oublierai jamais. C'était Razil Benrez. C'est un film de 48. J'ai dû le voir dans les années 60. C'est un film qui m'a marqué pour la vie. Et je l'ai revu longtemps après. Et à un certain moment, j'ai présenté des films à la télévision marocaine dans les années 80. Quand j'ai présenté ce film, je n'ai jamais eu autant de presse, autant de lettres, autant de téléphones à l'époque, c'était pas Facebook, jamais que Razil Benrez, quand une fois je l'ai présenté dans la cinématographie. Retrouver comme ça sa propre enfance cinématographique. C'est vivre dans son propre corps un impact qu'aucun art ne m'a jamais fait partager. Pourtant, je suis un grand spectateur. Je passe mon temps à lire. Je connais vraiment des auteurs parfois par cœur. Moi, le Émile Zola, par exemple, il m'est arrivé, c'est récent, en 2007, les 20 romans de Dakar dans l'ordre. J'aime ça, et pourtant, le cinéma, un seul film, un seul Citizen Kane, et je suis prêt à accepter n'importe quoi pour le regarder pour la 100e fois. Voilà un préambule qui est très très rare, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va discuter après. Je reviendrai avec des détails peut-être un peu plus pointus. Merci. Moi je pense que parler de l'image et des normes c'est important. Maintenant il y a la télévision, il y a le cinéma. Le cinéma c'est un peu plus complexe, on en parlera tout à l'heure, mais la télévision aussi, il a un autre but. C'est un autre but que le cinéma, parce que le cinéma il est fait par des artistes, des gens qui ont un but, qui ont des histoires à raconter. La télévision, à mon sens, à mon avis, est un autre but. C'est aussi de manipuler les masses. Et ça, c'est extrêmement important. Manipuler les masses, c'est pas facile. Donc il faut être à la disposition d'une idéologie, d'une situation politique, économique, etc. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, le monde est contrôlé par l'image. Et plus le mot, malheureusement. Voilà. D'une image finalement que nous produisions, nous communiquants, cinéastes descendantes, est imposée. Aujourd'hui, si l'image n'est pas plébiscitée et pas, disons, en accord avec le public, ça ne passe plus. Donc ça c'est très important et cette révolution elle a complètement modifié, nous en tout cas, moi je parle en tant que communicant et je laisserai à mon conseil la partie plutôt cinéma, c'est qu'en fait ça a beaucoup compliqué notre travail. On est passé d'une époque où on imposait des images à une époque où vous êtes finalement tous producteurs d'images. Il n'y a plus besoin d'être publicitaire ou spécialiste de la photo ou cinéaste pour produire des images. Et c'est en même temps une révolution très bien, très sympathique. Tout le monde aujourd'hui est un reporter. Mais en même temps, ça peut devenir dangereux parce qu'il faut apprendre à décrypter les images. Et c'est vrai qu'à l'école, on apprend à tous les élèves à lire, à écrire, mais on n'apprend pas à décrypter l'image. Or, il y a plus de 2500 ans, Confucius avait dit « Une image vaut mieux que 1000 mots ».